subreddit. Toi-même, tu sais car c'est cette ambiance, les amis. Aujourd'hui, c'est pour le subreddit d'Halloween. Donc, exceptionnellement, cette vidéo et la prochaine seront assez spéciales. Non, je déconne tout simplement. Cette vidéo, c'est la subreddit d'horreur normale. Et la prochaine vidéo, vous verrez. Bref, vous arrêtez de jouer et on est parti, les Studiox. Au programme, une moyenne, une longue et les autres sont très longues. Donc c'est vraiment un gros épisode pour le mois d'Halloween. Alors, on est parti. J'ai oublié de le dire à l'intro, donc flemme de refaire l'intro, donc voilà, on le dit là. Quand j'ai accompagné un voleur à ma porte. Voilà, c'est la fin de la vidéo, les amis. Voilà, quoi, j'ai juste pas envie de la lire, en fait, cette histoire. Allez, bref, on va aller quand même. 1, 2, 3. À l'époque, j'avais 13 ans, j'étais en 4ème et mon grand frère en avait 17 ans. Je vivais en région parisienne dans une rue pavillonnaire calme et peu fréquentée. Et comme tous les après-midi, je rentrais du collège. La journée était belle, le ciel était clair et tout allait pour le mieux. J'arrive alors au coin de ma rue. J'aperçois un grand garçon qui escaladait la grille de ma maison qui était encore à 100 mètres de là où j'étais. Je me dis alors que ça doit être mon frère qui avait oublié ses clés, d'où le fait qu'il passe par-dessus la grille. J'arrivais quelques secondes après, j'ouvris la grille, j'allais monter les 3 marches pour aller à ma porte d'entrée quand mon instinct me dit qu'il se passait quelque chose dans le jardin, sachant qu'on pouvait aller au jardin par un passage sur le côté droit de la maison. Alors, suivant mon instinct, je pris le passage pierreux et sidéreux. Je vis un homme habillé tout en noir avec un bonnet noir, on était en mai, qui était dans mon jardin. As-tu fait une erreur, mon ami? Une bonne petite erreur? Ouais, mon ami, je pense que tu as fait une erreur, mon ami. J'arrête de dire ça. Il marchait précautionneusement et semblait chercher quelque chose. Était de dos et ne m'avait pas encore vu. Un coup de sang me monta. Oh, pardon. Un coup de sang me monta au visage et je lui dis: qu'est-ce que vous faites là? Il se retourna et me sourit avec des dents éclatantes. Ce sourire restait gravé dans ma mémoire longtemps et s'avança vers moi. Il semblait gêné d'avoir été découvert mais confiant. Il m'expliqua qu'il cherchait quelque chose, mais j'étais totalement sur l'adrénaline que je lui demandais de sortir chez moi sans même lui laisser le temps de finir. Je lui indiquai du bras le passage quand à ce moment-là il était juste devant moi. J'ai eu très peur qu'il sorte un couteau ou me frappe, mais il est passé devant moi. Je l'ai suivi derrière lui, ne réalisant pas encore tout à fait ce que j'avais devant moi, un voleur ou du moins un intrus. J'ouvris le portail, il se mit juste devant la grille, je retourna et au moment où je fermai la porte, il me refit un grand sourire. Il s'en alla vers la gauche et je rentrai à l'intérieur. Il n'y avait personne. J'ai vu taper mon père qui... Putain, j'ai du mal avec le souffle aujourd'hui. Qui est venu 5 minutes plus tard pour m'emmener à la police, déposer une main courante. Plusieurs jours après cette rencontre étrange, je me demandais ce qui se serait vraiment passé si je serais rentré chez moi sans vérifier le jardin. Serait-il rentré dans ma maison alors que j'y étais en enquête de police ne n'a rien donné. Mon père a demandé au voisinage s'il avait vu un grand gars costaud habillé en noir avec un bonnet. Avec les témoignages des voisins, mon père aurait compris que cet homme devait faire un chantier. Ne trouvait plus la maison. Alors il a cru que c'était notre maison, aurait sauté par-dessus la grille pour vérifier dans le jardin s'il ne voyait pas d'outils de chantier. Cela expliquerait son attitude, mais on n'a jamais été sûr si cette théorie était la bonne. Effectivement, c'est bizarroïde. Très bizarroïde. Oui. Voilà. Deuxième histoire, les amis, pour ce subreddit Halloween. Ah bah plus, vendredi, c'est parfait. Vendredi soir. Aïe. Enfin, je vais faire le con et on est parti. Le trajet vers la mort. C'est vendredi 17h et je sors de course. Comme chaque jour, je me dirige vers mon arrêt de bus qui se trouve pas loin de lycée pour prendre mon bus et rentrer chez moi. Je l'attendais comme chaque soir lorsque je sentis mon ventre former une boule de stress comme pour me prévenir de quelque chose.
Ça veut dire, généralement, en temps normal, vos chiottes t'ont envie de faire caca. Mais j'imagine que c'est pas le cas, sinon tu n'auras pas mis là. Mais je n'allais quand même pas suivre cet instinct alors que cela faisait déjà plusieurs années que je prenais le bus et que rien ne s'était passé. Toujours, toujours suivre son instinct, me direz-vous. Peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire. Exactement. Suis ton instinct toujours. C'est une règle primordiale. C'est alors que j'arrivais, moi et plusieurs autres temps dans le bus. Et le début du trajet se passa comme prévu, jusqu'à ce qu'une chose me perturbe. Ce chauffeur, il me disait quelque chose. Je me suis occupé dans ma réflexion lorsqu'une fille passée devant moi me posait une question qui, elle me perturbait. Pourquoi elle ne passe pas par le même chemin que d'habitude? C'est ciao. Aïe. Je suis niqué le crâne. Quelle horreur. Ça peut arriver, mais là, c'est là que il y a un truc qui va pas. Plongé dans ma musique, je n'en m'étais même pas rendu compte. Nous ne sommes pas du tout au bon endroit. Je me levai alors pour aller parler au chauffeur lorsque je croisa son regard dans le rétroviseur placé devant lui. Son regard était si sombre que c'était terrifiant. Tellement terrifiant que sans même m'en rendre compte, je me suis stoppé net. Après quelques secondes à me fixer, il se décida enfin à parler. Rassis-toi, ça serait dommage que tu fonces tout devant dans mon pare-brise quand je freinerai, dit-il avec son ton presque moqueur. Mais c'était même pas le plus flippant. J'ai vraiment commencé à m'inquiéter à partir du moment où, quand je lui ai demandé où on allait, il m'a répondu avec son air moqueur et glauque. Ne t'inquiète pas, d'ailleurs, dans quelques jours, plus rien ne t'inquiétera. Je vous invite à aller sur mon profil pour aller voir la partie de. Ils arrivent. On passe à la troisième histoire, il n'y aura pas la fin, donc je m'imagine que voilà, ça a été mieux. Là, c'est la première longue histoire, après il y a une deuxième et après il y a une troisième. Et je pense que je vais faire une pause, je serai pas là, j'aurai une flemme de parler autant. Bonjour, je m'appelle Coralie, j'ai 20 ans, je vais vous raconter mon histoire qui date d'il y a 2 semaines. Tout d'abord, je vais vous mettre dans le contexte. Je vis au premier étage d'un petit immeuble avec ma mère dans une petite ville à 15 minutes de Limoges. Il faut savoir que de l'autre côté de la route, je m'en fous, que de l'autre côté de la route, pile en face de la porte d'entrée de l'immeuble, il y a une banque où la bâtisse est filtrée, le distributeur est à l'intérieur. Pour y accéder, il faut demander l'accès avec un bouton et la porte s'ouvre, contrairement à mon immeuble où tout le monde a accès aux locaux. Super, ça doit être le monde à l'envers ici. Maintenant que vous avez le contexte, passons à l'histoire. Passion, l'histoire. Il était 20h et la banque était fermée, il faisait encore jour. Je décide d'aller retirer des sous car le lendemain de cette soirée, j'avais un rendez-vous en ville avec ma copine pour une session shopping. J'ai retiré 20 € si possible. Je ferai des achats inutiles, flemme de payer 1 € pour une glace à l'italienne saveur vanille avec ma carte et j'aurai de la monnaie si dans quelques jours j'en aurai besoin d'un truc. Je vais donc dans la banque pendant que je suis son distributeur, un jeune homme environ la trentaine, environ, entre dans l'établissement. Je lui dis bonjour quand je pars. Quand je pars, je lui dis bonne journée. Il me répond à toi aussi, Coralie. Tu le connais pas le mec, j'imagine. Mais là, en fait, c'est que tu le connais pas. Je me retourne et lui demande d'où il connaît mon prénom. Il m'a dit qu'il est l'un des nouveaux voisins et qu'il a entendu ma mère m'appeler depuis le parking. Je me dis que c'est sûrement vrai, ayant que 2 apparts par étage. J'ai un accès visuel sur le devant et l'arrière du bâtiment. Je repars donc chez moi et demande à ma mère si elle a vu les nouveaux. Elle me répond que non et qu'elle ne savait pas qu'il y avait des nouveaux. Bref, la soirée se passe sur la manche sur la télé. Voilà. Il fait extrêmement chaud, je décide de prendre une douche bien froide avant d'aller à la salle de bain. Ma mère épuisée me dit qu'elle part se coucher. Elle en profite pour fermer les volets car sa fenêtre donne sur la route alors que moi, elle donne sur le parking. Je termine ma douche, je décide de faire la vaisselle, mais vivant avec ma mère, je sors souvent de la salle de bain nu comme un verre avant d'aller dans ma chambre récupérer des vêtements. Ayant la flemme de faire
Des allers-retours, je décide d'aller faire la vaisselle comme ça n'anime pas la lumière. T'aurais jamais dû faire la vaisselle nue. Vu la grande fenêtre qu'il y a en face de moi pendant que je mène mon action, j'ai pas très envie de choquer les automobilistes et mes voisins. J'ai donc décidé d'allumer le flash de mon téléphone et de le poser sur l'étendoir de je sais pas quoi. Je fais la vaisselle, je lève les yeux, les lumières de la banque éclairaient l'autre côté de la chaussée, je tourne la tête et en espace de 2 secondes, quand mon regard repart vers la ville, je vois ce même homme qui me souriant, les yeux aussi noirs que le ciel, et il me faisait des coucous avec sa main. Je ne réagis pas, je termine et comme tous les soirs, je regarde si la porte d'entrée ferme à clé. J'ai un tic de vérification, il faut que je le déverrouille et le retourne pour en être sûr. Et je regarde après si je vois bien le loquet de la serrure passer, sortir jusqu'à l'encadrement de la porte, puis part dans ma chambre. Je laisse la porte de ma chambre un peu ouverte car mon chat vient souvent dormir avec moi. Comme pour habitude, l'été, quand il fait chaud, je dors à la fenêtre et volets grands ouverts. Je fume à la fenêtre en étant au téléphone avec ma petite amie et on discute. Une fois fini, je vais dans mon lit, ma copine commence à s'endormir au téléphone, je raccroche, je fais un petit tour sur les réseaux sociaux et là j'entends quelqu'un chuchoter mon prénom en dehors de dehors. Je ne fais pas attention, c'est encore l'autre con qui commence à me saouler. Les grossièretés! J'ai un peu peur car c'est vrai, je suis du genre à affronter les choses. Étant plus jeune, je me suis beaucoup bagarré. C'est pas maintenant que je vais avoir peur des gens. Et lui, il est tombé sur la mauvaise personne. Il continue de crier mon prénom et commence à siffler. Je sors ma tête par la fenêtre, lui demande ce qu'il veut répondre. Qu'il veut, il me répond toi. Je lui dis mec, ce n'est pas le temps de jouer, casse-toi. Il rigole, il se tape à fou rire. Tout seul, il me dit descends tout de suite. Je lui dis ok, je préviens ma mère que je vais le voir, lui dis t'inquiète pas, j'arrive, elle sait que si j'ai à me défendre, je vais le faire. J'ai de très bonnes relations avec un de mes voisins, je le préviens par message, ils me disent je te surveille par mon volet. Je descends sur le parking, je le regarde droit dans les yeux, je lui crie dessus mot pour mot. Tu veux quoi, espèce de malade enculé de ta grand-mère? Tu crois c'est ton temps? Tu cries les gens par la fenêtre. Étant réunionnaise, je commence à l'insulter en créole. Il ne dit rien et part. Je rentre chez moi, je dors, je me réveille et le lendemain, je me prépare pour retrouver mes amis. J'arrive en ville, elle m'attendait, on passe la journée tranquille, mais je sens un regard sur moi très intense. La suite. La suite! Comme j'ai de la chance, j'ai tombé que sur des trucs où il n'y a pas de suite. On est parti pour l'avant-dernière histoire, l'une des plus longues, la plus longue d'ailleurs, je crois, parce que l'autre est intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez le jardin des plantes à Paris. De Paris. Oui, d'ailleurs, je prévois peut-être de faire une vidéo là-bas. C'est un endroit généralement animé. Il y a des musées, un show, donc des touristes avec des enfants, des gens qui font leur jogging, d'autres qui viennent s'asseoir sur le banc et se prélasser dans ce coin de verdure parisien. Je connais bien ce parc puisque en sortant du travail, je venais me vider l'esprit en traversant ce petit paradis vert avant de retrouver les joies du métro parisien que je rejoignais la gare d'Austerlitz. Jamais je n'avais eu de mauvaises rencontres, sauf parfois quelques gens éméchés mais pas méchants. J'avais peut-être de la chance jusqu'à ce jour de novembre. Ça me gratte l'œil d'un coup. Le parc à cette saison ferme ses grilles plus tôt car le jour tombe plus vite. En sortant du travail, je décide de passer par mon détour habituel les soirs d'automne et d'hiver. Le parc n'est plus vraiment la même allure, il y a un côté sinistre, surtout quand le jardin se vide de ses visiteurs. Je l'avais l'un des derniers passants ce jour-là. Je pouvais d'ailleurs entendre au loin le sifflet d'un des gardiens ordonnant de rejoindre au plus vite une sortie. En continuant ma progression, j'ai entendu des grincements dans l'un des coins un peu reclus du parc. Les habitués savent qu'il y a beaucoup de corbeaux dans ce jardin. Je n'étais pas étonné, même en temps normal, mais je n'en avais jamais vu ça. Une dizaine d'oiseaux étaient agroupés en criant à tue-tête.
autour d'une créature de pelage grisâtre. Curieux, je m'approchais intrigué par le phénomène. Quelle ne fut pas ma surprise de voir que c'était un corps humain allongé au sol, là au beau milieu des corbeaux, dans un grand manteau de fourrure gris. Inquiet, je me dirigeais vers la victime. C'était une vieille dame au visage très jovial. Elle était là, tout sourire. Moi, qui m'attendais à tomber au mieux sur une personne en malaise, au pire au mieux sur une personne en malaise cardiaque, au pire un cadavre. Je dois dire que je fus assez choqué de voir cette petite bonne femme qui semblait se prélasser là entre les oiseaux, apparemment en train de prendre du beau temps. Je me mis à ses côtés et lui demandai si elle allait bien. Elle me rassura en me disant aimer la nature. Toujours inquiet, je lui proposa d'appeler les secours si elle voulait. À ces mots, elle se leva d'un bond, ce qui m'étonnera pour son âge. Elle avait l'air vexée. Je lui demandai si je pouvais la raccompagner. Je voulais m'assurer que tout allait bien. Elle acquiesça et me prit par les bras. Jusqu'alors, à cause de l'obscurité, je n'avais pas bien cerné son visage, mais elle était maintenant à une dizaine de centimètres de moi et je fus surpris par son regard. Ses yeux étaient grands ouverts, blancs et vides. J'avais dû côtoyer des aveugles, mais jamais je n'avais vu un tel regard. C'était troublant. Malgré l'évidence de sa cécité, j'avais l'impression qu'elle pouvait voir au-delà de moi, de mes émotions, mes pensées. Alors que je la raccompagnais, elle me tenait par le bras, elle avait toujours son sourire, elle m'avait paru joviale aux premiers abords, elle paraissait désormais sinistre et glaçante. J'essayais de faire la conversation et d'essayer de comprendre ce qu'une dame de son âge faisait allongée là à cette heure tardive, seule dans un parc. Elle raconta avec un accent de l'Est assez prononcé qu'elle avait perdu sa famille il y a bien longtemps. Elle venait souvent rendre visite à ses amis ici, curieux, car moi, même familier avec l'endroit, son visage ne me disait rien. En marchant, je remarquais que les corbeaux me suivaient. À notre passage, ils passaient de branche en branche entre les arbres, elle criait comme une escorte macabre. Alors qu'elle était agrippée à mes bras, je vis que la femme jouait avec un dé à coudre entre ses mains. Ses mains semblaient témoigner d'une certaine hésitation, alors que son visage paraissait étrangement béat. Elle est très longue cette histoire. En arrivant aux grilles du parc, je compris qu'elle était fermée. Nous étions arrivés trop tard, le parc était fermé au public et nous étions donc enfermés à l'intérieur. Au bout de l'allée menant vers la grande galerie de l'évolution, il restait un gardien. Je l'appelais tout en battant le numéro afin qu'il vienne nous ouvrir. En bout de quelques secondes, il aperçut et accourut. Monique était furieux, nous n'étions plus censés être présents à cette heure-là dans le jardin. Je me rendais compte d'une certaine zen. La vieille dame. Elle s'agitait et serrait un avant-bras avec vigueur. Elle jouait de plus en plus avec le dé à coudre entre ses doigts. Alors que le gardien s'approchait de nous, elle se mit à crier. Je n'avais pas cerné ce qu'il disait car il était encore assez loin. À mi-distance, le visage du gardien m'apparut. Il était livide, toujours criant quelque chose que je ne comprenais pas. La vieille aveugle se décrocha soudainement de mon bras et se mit à courir dans une direction perpendiculaire à celle du gardien. Tout se passa si vite que je ne compris pas tout de suite. Le gardien, peu après, arriva à ma hauteur. Il était en sueur, épuisé, et semblait avoir couru le sprint de sa vie. La vieille femme avait fui dans l'allée opposée du parc et avait disparu derrière un buisson. Le gardien n'avait pas l'air énervé. Il souffla quelques secondes sans dire un mot, puis reprit sa course dans la direction que la vieille garde avait prise quelques secondes auparavant. Mais cette course ne durait pas longtemps. Il s'arrêta au buisson même derrière lequel la dame avait disparu. Il sembla pris de stupeur. Je le rejoins, moi-même me dépêchant et me mettant à trottiner. J'arrivai à ses côtés dans le buisson. Je compris vite son effroi. Sous l'arbuste, un amas d'objets gissant au sol, le manteau de fourrure de la vieille dame, une vieille photo de famille, un cric et une dague. Au-dessus de nous, les corbeaux nous observaient. L'un d'eux avait récupéré le dé à coudre dans son bec. La femme, elle s'était volatilisée. Le gardien ayant repris ses esprits nous expliqua alors que j'avais été songeuse que j'avais sûrement échappé à un guet-apens meurtrier.
Quelques jours plus tôt, des animaux morts avaient été retrouvés dans le parc. Un chien, un chat, puis une joggeuse du soir avait aussi échappé de peu à l'attaque des poignards d'une vieille dame en manteau de fourrure gris. Une personne rôdant habillée pareillement était aussi apparue sur les caméras de vidéosurveillance du parc, non loin des cadavres d'animaux. Après avoir donné mon témoignage à la police, je rentrais chez moi, encore stupéfait des événements de la soirée. Après plusieurs années, la vieille dame n'a jamais été retrouvée. Quelle horreur! J'avais pris une copie de la photo de famille avec mon téléphone et je m'étais lancé dans des recherches quelques semaines plus tard. Au bout de plusieurs heures, j'avais des réponses. Par une recherche d'images inversées, j'avais retrouvé la photo issue d'un journal romain des années 70. En lisant l'article que celui-ci accompagnait, j'ai appris que tous les membres de sa famille sur la photo avaient été assassinés dans une nuit meurtrière un soir d'automne à leur domicile. La police n'avait jamais mis la main sur le coupable, rien retrouvé sur les lieux du crime, rien sauf un croc suisse, un dé à coudre et une dague qui était la seule arme du crime. Depuis, j'ai changé de travail, je ne passe plus dans le jardin des plantes, mais cette histoire me hantera pour toujours. Je ferai pas de vidéo dans le jardin des plantes, c'est décidé, voilà. Voilà, je ferai pas de vidéo là-dessus. Jamais de ma vie. J'ai pas envie de croiser cette dame. On va faire clairement l'épisode le plus long de ma chaîne YouTube. Pour le premier de mes 17 ans, franchement. Allez, 1, 2, 3, go! Salut à tous, voyage au bout de l'enfer. Salut à tous, j'ai décidé de partager avec vous mon histoire car je n'ai jamais eu de réponse à cet événement qui m'a quand même bien marqué à l'époque. Profitez donc bien de ce petit récit. Il y a quelques années, quand j'avais 14 ans, je suis parti en vacances d'été en Angleterre à Portsmouth. Bon, vous comprendrez. C'est un séjour linguistique de 2 semaines organisé par ma ville et une entreprise de voyage, durant lequel j'avais des cours d'anglais à la demi-journée. Le reste du temps, c'était activités touristiques, visites, sport, etc. Nous logions sur un campus universitaire où chacun avait sa chambre propre, sa salle de bain et chaque étage était constitué de ces chambres-ci ainsi qu'une salle commune, un peu à la manière d'Harry Potter. Dès le premier jour, j'ai fait ami avec les gens venant de la même ville que moi, donc 2 en particulier, Chloé et Mathieu. C'est pas moi. La première semaine, tout se déroule avec merveille, les cours sont top, les activités aussi et les moniteurs également. Ils sont au nombre de 5. Il y avait une super entente dans le groupe qui est particulièrement renforcée grâce au boom. Oui, à l'époque, on parlait encore de boom. Ayant lieu 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, dans la cantine de l'université. À préciser que nous ne sommes pas la seule ville sur le campus et que d'autres intéressants participent aussi au séjour. Là, il y a le gros bloc et après c'est fini. L'événement traumatisant se passa justement lors de l'une de ces booms, celle du mercredi de la 2e semaine. Mes amis et moi sommes en train de danser dans la cantine, de rire, de discuter. Bref, une soirée entre adolescents absolument classique. Après 1 heure, on décide de sortir, prendre un peu l'air et de continuer à parler dehors. Quelques minutes après être sorti, mon amie Chloé nous dit qu'elle a un peu froid et qu'elle va chercher une veste dans sa chambre, même si c'est l'été, rappelez-vous qu'on est en Angleterre. En plus, elle a été en simple t-shirt et pantacourt. Mathieu propose alors de l'accompagner jusqu'à sa chambre, ce qui nous fait doucement rigoler, mes autres amis et moi, parce que nous savions qu'ils se plaît mutuellement et que c'est pour eux l'occasion de se retrouver seuls. Ils partent donc en direction de l'appartement pendant que nous faisions des paris sur est-ce qu'ils vont s'embrasser ou non, puis nous rentrons danser. Au bout de 20 minutes, on ressort une nouvelle fois et toujours pas de traces de Mathieu et Chloé. Tout le monde se dit cool, ils sont enfin avoués leurs sentiments, mais plus le temps passe, plus tout semble bizarre. Ils sont partis il y a depuis très longtemps maintenant, presque 30 minutes, et c'est long, trop long. À l'époque, nous avions 14 ans, donc il n'était pas question d'avoir d'arrière-pensée sur ce qu'il faisait ou non dans cette chambre. Je décida d'aller les chercher, quitte à les déranger, super la pote, pour rassurer les autres et ainsi un peu par curiosité. Mais pendant que je suis en train de faire le chemin jusqu'à Ah, c'est mal au pouce d'un coup. Bref, pendant que la résidence étudiante, je vois au loin sur le parking du campus 3 voitures de police et une ambulance. Je suis un peu choqué et mon premier réflexe nul est d'appeler mes copains pour qu'ils viennent voir. Ils se précipitent, sont tous autant étonnés et on commence même à émettre des théories. Est-ce que quelqu'un se serait blessé, serait tombé dans les escaliers?
Mais ça ne peut pas être ça, car il n'y aura pas tous ces policiers. Après un certain temps, les voitures s'en vont, l'ambulance également, et on va revenir vers nous. Et on voit revenir vers nous un de nos animateurs accompagné de Mathieu, blanc comme un linge en pleurs. L'animateur nous indique de le laisser tranquille car la soirée est terminée. Sa groupe de 5 villes doit se rendre dans la salle commune de son étage, ce que nous faisions dans un silence de mort. Personne n'osait parler ni embêter Mathieu qui continue de pleurer à l'arrière du groupe. Pendant le trajet jusqu'à l'appartement, j'en remarque qu'il manque Vincent, l'un de nos moniteurs. Plus étrange encore, on ne rejoint pas la salle commune par le passage habituel, mais par l'arrière du bâtiment, par la sortie de secours. Lorsqu'on arrive enfin, Mathieu est emmené dans sa chambre. On nous fait asseoir et les animateurs nous disent enfin ce qui s'est passé. Quand Mathieu et Chloé sont rentrés dans la résidence, ils ont croisé Vincent, l'animateur manquant, assis dans les escaliers, la tête dans les bras, en train de tanguer de gauche à droite. Chloé a pensé qu'il se trouvait peut-être mal alors qu'elle s'approchait et l'a légèrement secoué pour savoir si tout allait bien. C'est là que Vincent s'est mis à hurler, à se tirer les cheveux et à s'agiter dans tous les sens. Apparemment, il répétait inlassablement une même phrase dont je ne m'en souviens plus, désolé, en criant. Devant ça, Chloé et Mathieu ont pris peur et ont décidé de faire demi-tour pour s'enfuir. Mathieu est bien arrivé sur le palier inférieur, mais pas Chloé. Pendant qu'elle descendait les escaliers, Vincent lui a attrapé la cheville et la tient en arrière. Elle est tombée et s'est ouvert l'arcade sourcilière sur le rebord de l'une des marches. Elle était complètement sonnée, a essayé d'attraper la main que Mathieu lui tendait, mais elle s'est retrouvée encore plus happée en arrière par Vincent qui l'a emmenée vers lui. Ce qui s'en est suivi est encore pire puisque quand je l'ai dit un peu plus haut, Chloé était en pantacourt. Vincent l'a mordu au mollet tellement fort qu'elle pissait le sang et que par la suite elle a hérité d'une dizaine de points de suture. Oh la pauvre. Force à toi en tout cas, si tu passes par là, force à toi. Ah, j'ai perdu j'arrive, hein. J'ai perdu où c'est. J'ai retrouvé. Elle avait beau bouger dans tous les sens, Vincent ne la lâchait pas. C'est finalement Mathieu qui a réussi à le dégager en mettant un coup de pied dans la tête de Vincent. Ses dents étaient tellement bien ancrées dans sa peau qu'à cause du choc, du coup, il a emmené dans sa bouche la chair de Chloé. Oh! Moins de 18 là! C'est d'ailleurs pour ça que nos moniteurs ne nous ont pas fait passer par l'entrée principale. Ils n'avaient pas eu le temps de nettoyer. Une fois débarrassés de Vincent, ils se sont précipités vers la sortie et par chance ont croisé deux animateurs de notre ville qui fumaient leurs cigarettes devant la gravité de la situation. L'un d'eux a immédiatement appelé la police et les secours, tandis que l'autre, s'est baisé, s'est rué à la poursuite de Vincent dans les étages. Lorsque la police est arrivée, ils l'ont trouvé dans la chambre d'un des ados, caché sous le lit, et ont apparemment dû s'y mettre à trois pour le maîtriser tellement il s'est co-signé et remué comme en transe. Chloé a été prise en charge immédiatement par les secours. Mathieu a raconté ce qui s'est passé au policier avec l'aide des autres témoins. Et Vincent a été emmené aussitôt au poste puis a renvoyé à la première heure le lendemain à Paris pour être accueilli pour un grand marachaussée française à la gare. Chloé et Mathieu ont par la suite passé une journée seuls dans leur chambre et ont catégoriquement refusé de revenir en France car ils voulaient terminer leur séjour avec nous. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de Vincent, je ne sais pas si les parents de Chloé ont porté plainte, je suppose que oui, et à l'heure actuelle je ne sais pas non plus qui a causé l'état de Vincent. Est-ce qu'il était drogué, est-ce qu'il était en proie à un trouble psychotique grave, est-ce qu'il a été dans une sorte de démence. Dans tous les cas, nous avons tous beaucoup pleuré ce soir-là. C'était un événement très traumatisant, surtout pour Mathieu et Chloé. Et cerise sur le gâteau, nous avons découvert en rentrant en France que nos parents n'avaient pas été prévenus de cette histoire. Résultat, ils ont fait un scandale auprès de la mairie et de l'organisme de voyage, mais nous n'avons jamais obtenu de suite ni de réponse. Voilà pour cette histoire très longue. J'espère avoir été assez clair et sachez que ce n'est aucunement une invention de ma part, que tout ce qui est raconté ici est véridique, c'est quelque chose de rarissime qui n'arrive jamais et pourquoi cela ne m'a pas empêché de devenir animatrice par la suite. Merci d'avoir vu. Félicitations de me faire déjà un courage monstre.
Même si vous avez un encouragement, je vais le raconter. Votre récompense, vous la méritez. Les amis, c'est officiellement la vidéo chamanique la plus longue du moment. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous et à la semaine prochaine pour une future vidéo. Ciao les Tudiox!